Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Peut-être la fin de la série noire pour le Rafale de Dassault après de nombreuses déceptions, notamment en Suisse et au Brésil. L'avionneur français est en bonne voie pour décrocher son premier contrat à l'exportation avec la vente de 126 avions de chasse en Inde, ce qui lui vaut un bond de 20% de son action à la bourse et les félicitations personnelles du chef de l'État. Les parlementaires, puis les journalistes, les premiers ont été reçus dans la matinée à l'Élysée pour une séance de remobilisation des troupes. À la sortie, ils ont salué en chœur un président punchy et même drôle. Les seconds, reçus à l'occasion des vœux du président à la presse, ont assisté à un discours teinté d'ironie sur les relations entre pouvoir et journalistes. Les sages vont devoir trancher. Le texte pénalisant le génocide arménien est-il anticonstitutionnel? Eh bien, des députés et sénateurs de tous bords le pensent et souhaitent bloquer sa promulgation. Ankara se réjouit, Paris s'agace ce soir. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. L'avion de chasse français est donc sorti gagnant de l'appel d'offres de 10 milliards d'euros face à l'Eurofighter, jugé plus cher. Le contrat, bien sûr, n'est pas encore signé, mais c'est en bonne voie. Après plus de 20 ans d'attente, cette bonne nouvelle met fin à une longue série de déconvenues et jusqu'au plus haut niveau de l'État. Bien sûr, on s'en félicite. Les détails avec Bérengère Dunglas. Avec cet énorme contrat à l'exportation, c'est le programme Rafale qui pourrait être sauvé. En effet, en décembre dernier, le ministre de la Défense évoquait l'arrêt de sa production. Cette fois, il pourrait bien connaître une deuxième jeunesse. Depuis le lancement du Rafale à la fin des années 80, puis sa mise en œuvre dans l'armée française à partir de 2006, Dassault n'avait connu que des déconvenues. Refus des Pays-Bas en 2001, de la Corée du Sud en 2002, un camouflé au Maroc en 2007 et tout récemment encore la Suisse qui n'avait pas voulu du Rafale. L'avion de chasse français n'avait jusqu'ici jamais été vendu à l'étranger. À l'Assemblée cet après-midi, le député Olivier Dassault, président du conseil de surveillance, ne cachait donc pas son plaisir. C'est une très bonne nouvelle. Pas simplement pour la société Dassault, mais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique française. C'est un programme sur lequel il y a plus de 500 sociétés qui coopèrent. C'est une victoire de toutes les petites et moyennes entreprises de haute technologie. New Delhi achèterait en tout 126 avions, 18 appareils directement. Les 108 autres seront construits en Inde grâce à un transfert de technologie. Le juteux appel d'offres avait été au cœur de nombreuses visites officielles en Inde l'an dernier. Le président américain, Nicolas Sarkozy, David Cameron et le chef de l'État russe étaient venus plaider la cause de leurs avionneurs respectifs. Ça prouve, et j'espère que tous les Français comprendront ça, que quand on a un bon produit, donc on a la volonté de le soutenir, on peut gagner sur des marchés extraordinairement concurrentiels, qu'il n'y a pas de fatalité. Dans la dernière ligne droite, Dassault était opposé à l'avion du consortium européen Eurofighter. D'après le ministre de la Défense Gérard Longuet, le Koweït et le Qatar se sont également montrés intéressés. Et lors de ses vœux à la presse en fin d'après-midi, Nicolas Sarkozy en a profité pour décrire ses relations avec la presse, une histoire faite de haut et de bas, selon le président. On l'écoute. Au début de sa carrière, on vous aime beaucoup. On a tellement envie de séduire. Rien n'est trop beau pour vous convaincre. Ensuite, on prend un peu d'expérience. On en revient. On se trompe. On prend pour des trahisons ce qui n'est au fond qu'une liberté professionnelle. Et on vous aime beaucoup moins. Puis avec l'expérience, on se dit que tous ces sentiments n'ont pas leur place dans les rapports entre les responsables politiques et les journalistes. Voilà, je vous le disais dans les titres, après s'être adressé dimanche soir aux Français, Nicolas Sarkozy a reçu ce matin les parlementaires UMP à l'Élysée. Objectif, la mobilisation, ou plutôt remobilisation de ces troupes, alors que certains élus de la majorité émettent des doutes sur la stratégie du chef de l'État. Tout cela sur fond de mauvais sondages. Mounir Soussi. Convoi exceptionnel, direction l'Élysée.
Les sénateurs de la majorité avaient rendez-vous avec le président de la République 2 jours après l'annonce d'une salve de mesures parfois contestées par les parlementaires. Nicolas Sarkozy a appelé sa majorité à faire preuve de sens du devoir. La question qu'on doit se poser n'est pas de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre majorité, ce qui est bon pour Nicolas Sarkozy. La seule question que nous devons nous poser, c'est de savoir ce qui est bon pour la France et ce qui ne l'est pas. Les parlementaires sont priés de suivre la ligne et le calendrier fixé par le chef de l'État. C'est pas de la caninothérapie, là, c'était beaucoup plus dur. Non, c'était pas... C'était, je vous demande maintenant de vous mettre en ordre de bataille et que les états d'âme des uns et des autres cessent. J'ai le sentiment que chez beaucoup de parlementaires, on a sorti un vrai regain de motivation, une vraie énergie. C'est normal, c'est la vie. Parfois, on a une moins bonne forme et puis parfois c'est meilleur. Là, je pense que tout le monde est regonflé à bloc. Hausse de la TVA, baisse des charges sociales, des mesures impopulaires. Mais Nicolas Sarkozy demande à ses troupes d'être patientes et de garder confiance. Et pour prouver son assurance, il a manié l'ironie envers ceux qui qualifient ces réformes de suicidaires, en se présentant comme le suicidaire le plus en forme de France. Et lors de cette rencontre justement avec les parlementaires de la majorité, il a également été question du calendrier législatif qui découle des récentes annonces du chef de l'État. Un timing trop précipité pour certains élus. On voit tout cela avec Thomas Raguet. En toute logique, le Sénat devrait continuer à siéger au-delà du 25 février, date initialement prévue pour la suspension des travaux pour cause de campagne présidentielle. Pas moins de 2 semaines supplémentaires devraient être ajoutées afin d'examiner les dernières réformes voulues par Nicolas Sarkozy, dont la TVA sociale. Un allongement de la durée du travail parlementaire qui n'est pas du goût des communistes. Je ne sais pas ce que décidera la conférence des présidents, qui est maître de l'ordre du jour parlementaire. Si elle veut donner au gouvernement le temps nécessaire pour développer ces réformes, enfin pour faire voter ces réformes, elle le fera. Personnellement, je suis contre. Oui, mais voilà, la TVA sociale sera examinée au sein d'un collectif budgétaire. Or, dès lors qu'il s'agit de loi de finances, le gouvernement est prioritaire. C'est toujours faisable techniquement, car la Constitution donne au gouvernement beaucoup de moyens pour aller vite. Mais est-ce l'intérêt du pays? Voilà la vraie question. À droite, la consigne est donnée. Et Nicolas Sarkozy l'a encore redit aux sénateurs de la majorité ce matin. Le quinquennat n'est pas encore terminé. Nous sommes dans le respect de ce que le gouvernement a comme possibilité au Sénat notamment, mais à l'Assemblée nationale aussi. Que diriez-vous si nous ne faisions rien ? Et si rien ne se passait? Et que diraient les Français si l'on ne disait rien et qu'on attende gaillardement l'élection présidentielle, puis ensuite l'élection législative, puis ensuite les vacances, et puis qu'on attende le mois de septembre pour décider ce qui est urgent de décider aujourd'hui? Le calendrier définitif devrait être fixé mercredi 8 février. Si la TVA sociale est assurée d'être examinée, d'autres réformes, notamment celles sur les accords compétitivité-emploi, sont en revanche incertaines. Et nos invités sur le plateau du 22h ce soir, invités politiques. D'abord le député européen numéro 2 du Parti Socialiste, Harlem Désir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, interview à suivre dans un instant. Mais d'abord, l'éclairage ce soir politique avec Elisabeth Chavelet. Bonsoir Elisabeth, rédactrice en chef adjointe de Paris Match. Nous allons présenter ensemble ce soir le baromètre IFOP fiducial pour Europe 1, Paris Match et Public Sénat. Je vais préciser que cette étude intervient après la longue séquence politique que nous avons vue, c'est-à-dire le meeting du Bourget, le face-à-face Hollande-Juppé et l'intervention du chef de l'État dimanche soir. Elisabeth, d'abord, sur la progression du Parti Socialiste, du candidat socialiste. Oui, elle est significative. François Hollande augmente de 3 points. Il n'est pas encore à son étiage où il était juste après les primaires, qui était 35, mais il remonte. Donc, ce qui est quand même assez significatif. Et surtout, je crois qu'il enregistre vraiment le bénéfice de ces 2 prestations qui ont été réussies. Tout le monde l'a dit, qui ont été le Bourget et puis la télévision des paroles et des actes. Alors, pour Sarkozy, c'est un petit peu différent. On a justement choisi de le faire après la prestation, qui a quand même réuni plus de 16 millions de téléspectateurs. Mais les sondeurs vous disent qu'il faut que l'opinion infuse, un peu digère, et qu'elle n'a pas encore dès le dimanche soir tout digéré, que ça pourrait se voir dans les jours à venir. Donc il fait du surplace, 24,5, il fait du surplace. Il n'y a pas eu d'effet Sarkozy immense sur cette prestation qui était longue. On ne peut quand même pas dire que l'intervention de Nicolas Sarkozy a profité à François Hollande, non. Non, François Hollande, il engrange ses succès de la semaine, le Bourget, et puis des paroles et des actes qui ont été, où on a un François Hollande
qu'on a sous-estimé, visiblement, dans le camp de la majorité, s'est quand même révélé très combatif. Alors, progression du candidat socialiste, mais aussi progression, même si elle est limitée, de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça veut dire qu'il mobilise à droite, il mobilise son camp? Alors, on voit qu'il mobilise dans ce qui est son électorat très traditionnel, qui sont les personnes âgées, où il monte quand même de plus 5 points. Mais on voit quand même que, si vous voulez, les classes moyennes qui sont aujourd'hui celles qu'il vise le plus ne le soutiennent pas toujours. Et surtout, les ouvriers qui avaient voté pour lui commencent à quitter un peu Madame Le Pen et rejoignent aussi François Hollande. Donc, qui va aujourd'hui, quel est son réservoir pour monter? On ne le trouve pas encore vraiment aujourd'hui beaucoup. Alors ces classes quittent peut-être Marine Le Pen, tout de même elle se maintient sur la 3e marche du podium. Est-ce qu'elle lui est acquise? Non, mais rien n'est acquis, rien, surtout 3 mois avant. Rien n'est acquis, elle est quand même très haut. 19, c'est très haut. Bon, Bayrou n'a pas encore donné son programme. Il a aussi des possibilités de monter. Mais vous savez, je crois qu'il ne faut vraiment pas faire de pronostics. Tout peut se passer en 3 mois. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit quand même, il y a 15 jours, on voyait quand même qu'ils étaient 4 à se disputer beaucoup à peu. Là, on revient vers plus un duo. Voilà, le marche resserre, on va plus vers un duo, c'est ce que disent les sondeurs. Mais je vous dis, on est encore qu'à 3 mois. Rien n'est joué, Elisabeth Chablais. Merci, restez avec nous. Harlem Désir, l'écart se creuse quand même entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui mobilise néanmoins son camp. Est-ce que pour vous, c'est un adversaire, un challenger redoutable dont vous vous méfiez encore et toujours? Ou alors, est-ce que le danger est ailleurs et il n'est plus dans ce match Hollande-Sarkozy? Bon, d'abord, c'est le président sortant et donc c'est évidemment un adversaire central dans l'élection présidentielle qui vient, dans le choix que vont devoir faire les Français. Je crois qu'il s'est passé quelque chose au Bourget, que François Hollande a prononcé un discours fondateur, qu'il y a une force, une énergie qui se sont mobilisées derrière lui et que lui-même a été capable, à partir de là, de susciter. Il y a eu la présentation de son projet, le débat réussi sur France 2, y compris face à Alain Juppé, où il a montré cette autorité, cette densité que peut-être certains attendaient. Mais l'élection est loin et je crois que rien ne peut être joué à 3 mois d'une élection. Et donc, pour nous, il n'y a qu'une conséquence à en tirer, c'est le devoir maintenant d'aller les yeux dans les yeux rencontrer les Français, comme François Hollande le fait tous les jours. Vous savez, il se déplace, il était à Brest, il était dans chacune des régions encore tous ces derniers jours. Il rencontre aussi les Français sur leur lieu. Oui, il va aller dans un hôpital, il va aller rencontrer des enseignants, il va aller rencontrer des agriculteurs. Il a été, vous le savez, rencontrer souvent des salariés, des travailleurs dans des usines en difficulté ou dans des pôles qui au contraire sont exemplaires des potentiels de notre industrie pour présenter les propositions, écouter, dialoguer et faire connaître justement ce projet de redressement du pays. François Hollande en tête des sondages sur les intentions de vote, mais expliquez-moi, même vous, Elisabeth, ce paradoxe ce soir, parce que si on prend par item, par critère, par exemple, sur la crédibilité, c'est Nicolas Sarkozy qui est jugé plus crédible pour diriger le pays, par exemple, selon l'enquête ce soir Opinionway fiduciale pour Le Figaro. Comment vous l'expliquez? C'est normal, il est président. François Hollande n'est pas président. Quand on regarde les critères, il est généralement aussi, on dit que c'est lui qui a l'autorité d'un président de la République, qui est le plus présidentiable, l'autorité d'un chef de l'État, mais parce qu'il l'est. Quand on regarde les sujets un peu sociaux, les sujets un peu qui est sensible aux préoccupations des Français, etc., c'est François Hollande. Donc là, je pense que c'est pas une question de la personne qui est en charge de l'État a forcément plus d'autorité que celui qui n'est pas en charge de l'État. Enfin, d'un présidentiel, on attend aussi beaucoup plus de crédibilité. Oui, mais je crois qu'honnêtement, en termes de crédibilité, celle de Nicolas Sarkozy, sur tous les terrains qui sont importants pour les Français, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur l'éducation, sur la santé, sur le redressement de notre économie, la parole du président de la République est totalement dévalorisée. D'ailleurs, comment peut-il faire croire qu'en 3 mois à la fin de son mandat, il va réussir ce qu'il a échoué en 5 ans? Il faut se méfier quand même, parce que l'homme est quand même Mais je ne veux pas le sous-estimer, simplement le bilan est accablant. Quand il dit je vais monter sur le ring, d'ailleurs, quand il monte sur le ring... Elisabeth Chablais, vous étiez à sa conférence, à ses vœux à la presse aujourd'hui, comment l'avez-vous trouvé? Écoutez, je l'ai trouvé très mobilisé, effectivement, et j'ai trouvé qu'il il a beaucoup insisté sur le fait qu'il nous a dit, vous les journalistes, attention, je vais déjouer vos pronostics, assez agressif vis-à-vis des journalistes, vous en vraiment régler des comptes. Je crois qu'il n'admet pas beaucoup aujourd'hui. Enfin, il n'admet pas, effectivement, qu'on commente que des faits, c'est des sondages. Bon, on ne commente pas des élucubrations. Bon, et donc, il nous a donné une petite leçon en nous disant, attention, la vérité n'est peut-être pas celle que vous croyez.
Français sont un peu fatigués de ce président matamor qui sait tout, qui a toujours eu raison, qui donne la leçon à tout le monde, qui fait un petit peu son autocritique vis-à-vis des journalistes comme vis-à-vis des Français en fin de mandat, mais finalement les relations restent tout aussi mauvaises parce qu'elles ne sont pas des relations de sincérité. La réalité de ce quinquennat, c'est son bilan, c'est-à-dire son échec. L'échec sur le chômage, 1 million de chômeurs de plus, l'échec sur l'endettement, 600 milliards de plus, des cadeaux fiscaux qui ont fait perdre à la France son triple A. Et les autres réformes, celles que vous ne voulez pas changer, elles sont bonnes. Mais toutes les réformes qui ont été faites nous ont menés dans le mur. Elles n'ont fait qu'aggraver. La réforme sur les universités, vous n'allez pas la toucher. Écoutez, nous sommes favorables à l'autonomie des universités. Encore faut-il donner les moyens aux universités de vivre cette autonomie. Vous avez vu que 8 des universités sont aujourd'hui sous tutelle. La moitié des autres n'ont pas les moyens de se financer. Donc il y a une recentralisation. Il faut aujourd'hui que l'on dope la recherche, que l'on dope la formation, donc que l'on cesse de supprimer par exemple des postes dans l'éducation nationale. François Hollande a pris des engagements extrêmement clairs dans ce domaine. Que l'on soutienne les petites et moyennes entreprises qui sont le lieu où l'innovation peut créer demain de l'emploi. Nous proposons de moduler l'impôt sur les sociétés. Nous proposons qu'il y ait une réorientation du crédit impôt recherche. Dans tous ces domaines, malheureusement, le quinquennat qui vient de se dérouler a été un quinquennat de temps perdu. Alors, me dire du NPA au PS, la gauche était réunie aujourd'hui sur le thème des retraites. C'était au meeting organisé par la CGT. Il y avait tous les leaders, il y avait Mélenchon, il y avait Joly, il y avait Artaud, il y avait Monsieur Poutou. Vous avez représenté François Hollande. Pourquoi n'y était-il pas? Pourquoi ne s'affiche-t-il pas auprès de ses camarades de gauche? Pourquoi n'était-il pas, par exemple, au procès, on se souvient du syndicaliste de Conti? Jean-Marc Ayrault et moi-même, nous étions à ce meeting pour représenter François Hollande et le Parti socialiste. Vous le savez, François Hollande a reçu tous les syndicats. Il a reçu, évidemment, Bernard Thibault, comme tous les autres responsables syndicaux, pour évoquer le dossier des retraites, mais aussi celui de la précarité, celui de l'emploi, celui de la formation des salariés, celui du financement de la protection sociale. Et il y a un signe très intéressant dans le fait que la CGT, qui a été au cœur de la mobilisation pour les retraites, avec la CFDT, FO et les autres syndicats, a tenu justement à dire que pendant ce moment de débat sur l'avenir, sur l'élection présidentielle, même si ce n'est pas le rôle d'un syndicat de donner une consigne de vote, un syndicat pluraliste, oui, mais on ne devait pas oublier ce qui avait été quand même un des grands moments de mobilisation de ces dernières années, la volonté des salariés de défendre la retraite solidaire, la retraite par répartition, la prise en compte de la pénibilité. Ce qui n'a pas été le cas. Et il y a des engagements qui ont été pris par François Hollande pour dire qu'il y aura une réforme qui rétablira la justice vis-à-vis de celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont leurs années de continuité, et qui, eux, devront pouvoir partir à 60 ans. À l'applaudimètre, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tout raflé. La salle lui était acquise. Est-ce que vous avez eu le même accueil, puisque vous représentez François Hollande? Tous étaient très chaleureusement accueillis, à la fois par les militants de la CGT et par Bernard Thibault lui-même. Certains ont été plus gâtés que d'autres. Et je crois qu'il y a une attente de changement. Moi, ce qui m'a frappé, je vais vous dire, c'est que quand le nom de Nicolas Sarkozy, quand l'évocation était faite du président de la République par Bernard Thibault, qui faisait état... acquise à la gauche, dites-moi. J'ai rarement vu un président de la République à ce point hué et haï. Très franchement, à la fin de leur mandat, qu'il s'agisse de Jacques Chirac, qu'il s'agisse de François Mitterrand, on pouvait avoir des reproches à leur faire quand on n'était pas dans leur camp, mais ils étaient respectés en tant que chef de l'État qui avait conduit les affaires du pays pendant 5 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que le monde ouvrier est dans une rupture totale avec Nicolas Sarkozy, que, comme l'a dit Bernard Thibault, il n'a rien à attendre de l'extrême droite et que ses espérances doivent se porter vers ceux qui peuvent apporter effectivement des réponses de progrès. Le monde ouvrier vote quand même beaucoup pour Marine Le Pen. Mais comme vous l'avez dit vous-même, je crois que c'est un enjeu, vous avez raison pour nous de savoir s'adresser au monde ouvrier et lui dire qu'il n'y aura pas de réponse du côté d'une famille politique et d'une famille de milliardaires, en l'occurrence celle de Le Pen, qui n'a jamais été à ses côtés quand il se battait. Elle va avoir les cheveux qui vont se une fille de milliardaire qui s'intéresse plus, croyez-moi, qui s'intéresse beaucoup plus au bulletin de paye des salariés que au bulletin de vote qu'à leur bulletin de paye, qui n'a jamais été à leur côté quand ils étaient en lutte pour défendre leurs emplois, pour défendre leur retraite. Bernard Thibault a rappelé d'ailleurs que pendant ce mouvement des salariés pour leur retraite, pour la protection sociale, Madame Le Pen dénonçait le désordre dans la rue. Et donc, il faut effectivement aujourd'hui qu'il y ait un espoir, et c'est aussi le sens des propositions de François Hollande. Monsieur le député européen, une question sur l'Europe. Pour une fois, ce n'était pas hier le sommet de la dernière chance. Il n'a pas été présenté comme cela. La zone euro pense, semble-t-il, peu à peu s'épeler avec une détente sur les marchés. Est-ce que c'est à mettre quand même au crédit des dirigeants européens, dont Nicolas Sarkozy, qui s'est démené lors de cette crise des dettes souveraines? D'abord, que de temps perdu pour mettre en place ce fonds de secours, ce mécanisme européen de stabilité.
Oui, et l'intervention de la Banque centrale qui malheureusement, elle aussi, ne se fait que de façon détournée en aidant les banques qui elles-mêmes sont censées racheter des emprunts d'État. Et j'espère qu'on va trouver une solution pour la Grèce car hier, vous le savez, ce sommet n'a pas été un succès sur ce plan. Et puis il y a eu le traité. L'accord sur le traité. Et je crois que l'Europe aujourd'hui, elle a besoin de soutien à la croissance, elle a besoin de gouvernance. Ils en ont parlé, ils y pensent. Non, mais le traité, ça n'est qu'un traité de sanctions, d'austérité. Ce traité, nous l'avons dit, nous demanderons à ce qu'il soit renégocié, qu'il puisse être complété par des dispositions qui permettent de répondre aux besoins de croissance. C'est-à-dire simplement, vous n'allez pas tout annuler. Le renégocier, qu'il y ait pas simplement une dimension de sérieux budgétaire, bien entendu, il faut que chaque État dans la zone euro respecte ses engagements, mais c'est Nicolas Sarkozy qui a commencé par aller voir ses partenaires européens en 2007 en disant je ne respecterai pas le pacte de stabilité et de croissance parce que je ferai le paquet fiscal. Nous prenons l'engagement d'une loi de programmation budgétaire et d'un retour à l'équilibre en 2017, à la fin du mandat, mais nous voulons qu'il y ait dans l'accord européen un volet de soutien à la croissance, qu'il y ait des euro-obligations, qu'il y ait une taxe sur les transactions financières et que l'on puisse avoir une autre perspective pour les peuples d'Europe que celle d'une austérité infinie. Je vais poser une toute petite question. Le traité va être signé à 27 ou 16 ou 17. À 25 semble-t-il. 25 semble-t-il, ok. Vous arrivez, François Hollande est élu. Comment peut-il, à lui seul, remettre en cause un traité qui a été signé par 25 autres ? D'abord, je voudrais souligner que ce traité ne sera pas, ce traité ne sera pas ratifié au moment de l'élection présidentielle en France. Il y aura un projet de traité qui a fait l'objet d'un accord hier et qui devra être confirmé au mois de mars. Il reviendra ensuite dans les 25 pays qui ont annoncé leur intention de le signer, au Parlement de ces pays ou par voie référendaire au peuple, à confirmer qu'ils soutiennent ou non ce traité. Eh bien, nous considérons qu'il y a un volet sur les euro-obligations, sur la croissance, sur le rôle de la Banque centrale, qui n'a pas été traité, qui devra être rediscuté et qui devra être complété. Merci beaucoup Harlem Désir, merci Elisabeth Chavelet pour l'analyse et les questions aussi. Merci à vous, la suite du 22h. Tout de suite, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. La France n'a pas les moyens d'entretenir ses centrales nucléaires. C'est ce que révèle aujourd'hui la Cour des comptes. Elle pointe notamment les incertitudes sur les charges futures. Soit il faut construire de nouveaux réacteurs, soit il faut prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs actuels. En tout état de cause, de toute façon, on voit bien que si on veut maintenir la production d'électricité au niveau actuel, il faut investir. Selon elle, les dépenses de maintenance des installations nucléaires vont plus que doubler jusqu'en 2025 à 3,7 milliards par an en moyenne. Une invitée surprise au Sénat, Marine Le Pen. La présidente du Front National accompagnée de militants a manifesté cet après-midi devant le Palais du Luxembourg. Objectif, réclamer l'anonymat des parrainages d'élus pour la présidentielle. Il est largement temps de changer cette modalité qui consiste à livrer en réalité la liste des noms des maires à la vindicte de quelques milices d'extrême gauche ou aux pressions de quelques oligarques UMP ou socialistes. Une manifestation pour soutenir la proposition de loi de Jean-Louis Masson. Le sénateur de Moselle propose l'anonymat pour lutter contre la pression des grands partis, car selon lui, le système n'est plus démocratique. Donner son sang à partir de 16 ans, c'est l'objectif de la proposition de loi déposée ce matin par le sénateur du Haut-Rhin, Jean-Louis Laurin. Pour le sénateur, abaisser l'âge des donneurs, c'est augmenter leur nombre potentiel, mais pas seulement. Remettre le don en valeur et l'introduire peut-être chez les adolescents et leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir par ce biais un véritable acte citoyen. Un acte citoyen qui, selon Jean-Louis Laurin, permet aux adolescents de s'exprimer. Elle obtient un triple A. Nicole Bricq a reçu ce soir le prix du trombinoscope, élue sénatrice de l'année. Depuis 20 ans, ce prix récompense les acteurs de la vie politique française et européenne. Et cette année, il y avait comme un air de crise. Car outre la rapporteure du budget au Sénat, c'est Gilles Carrez, le rapporteur de la Commission des finances à l'Assemblée, qui a été choisi comme député de l'année. Et Mario Monti, le président du Conseil italien, présent pour l'occasion, qui a reçu le prix de l'Européen de l'année.
C'est en ce moment même que les chefs de la diplomatie américaine et européenne notamment s'expriment devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour soutenir le plan de sortie de crise en Syrie. Alors que la situation s'aggrave sur le terrain, les discussions s'annoncent, sont d'ailleurs très tendues. Nous en parlons ce soir avec notre invité, le directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques, Charles Saint-Pro. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On parle beaucoup ce soir de la position de la Chine notamment et de la Russie, surtout la Russie. Est-ce qu'elle peut modifier sa position sous certaines conditions ou est-ce que tout ça semble déjà joué d'avance? C'est très difficile pour la Russie parce que la Syrie est son dernier point d'appui dans la région et elle ne veut pas le laisser tomber. Donc pour elle, c'est une question importante. C'est vrai aussi que la Russie, pas plus que la Chine, n'ont un grand intérêt pour la défense des droits des peuples, des droits de l'homme. Et donc il y a la menace d'un veto au projet de plan arabe, puisque c'est un plan arabe porté par le Maroc, puisque le Maroc est membre du Conseil de sécurité actuellement, qui prévoit l'arrêt des hostilités, qui prévoit le passage des pouvoirs du président Assad au vice-président. Sur ce point, est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce qu'après ce massacre qui dure depuis tant de temps, on peut imaginer ce passage du pouvoir et laisser Bachar al-Assad partir? Oui, et puis, il faut être clair, le problème n'est pas le président Assad, le problème est le régime. C'est un régime, c'est un clan, c'est une clique qui est au pouvoir depuis 40 ans, qui massacre le peuple syrien depuis 40 ans, qui s'est livré à toutes sortes de prédations. L'assassinat de l'ambassadeur de France de Lamar en 81, l'attentat de la rue Marbeuf à Paris, l'attentat du Drakkar, la situation au Liban qu'ils ont contribué à aggraver d'une façon considérable et peut-être en ayant commis un nombre incalculable d'assassinats. Le massacre de Hama, 35 000 morts. Donc c'est tout un régime. C'est tout un régime. Est-ce que le départ de Assad suffirait? On nous parle du vice-président Farouk El-Chareh, mais c'est un vieux pilier du régime. Il y a plusieurs statuts à déboulonner. Il était déjà ministre du Père. Donc en réalité, le problème n'est pas si simple. Comment réagissent les voisins, notamment iraniens et turcs quand même? La Turquie a pris position contre le régime syrien. Les Iraniens, c'est différent. Le régime syrien, qui est celui d'une secte chiite, les Alaouites, qui représentent 8% de la population, est lié à l'Iran. Et donc, c'est bien d'ailleurs ce que lui reproche aussi l'immense majorité des Arabes, c'est de faire le jeu de l'Iran contre la nation arabe. Donc pour l'Iran, c'est effectivement un régime qui fait son jeu, qui est aussi son principal relais et le principal soutien du parti pro-iranien au Liban, le Hezbollah. Donc il y a là une situation géopolitique importante. Et ce soir, justement, c'est Alain Juppé qui porte la voix de la France à l'ONU. Quelle est la politique? Comment vous voyez la politique justement de la France vis-à-vis de ces pays arabes? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est en train de se construire au fur et à mesure finalement que les régimes tombent et que la nouvelle carte s'esquisse au sud de la Méditerranée? Vous savez, pour ce qui concerne le régime syrien, la France s'est trouvée confrontée au régime syrien depuis très très longtemps. Depuis l'affaire du Liban dans les années 75, la France a eu des positions divergentes. Je rappelais tout à l'heure l'assassinat de notre ambassadeur de Lamar à Beyrouth, je rappelais l'attentat contre le Drakkar, je rappelais les attentats de la rue Marbeuf. Donc ça fait très longtemps que la France est confrontée à ce régime prédateur et aujourd'hui, il y a peut-être l'occasion d'en finir avec ce régime criminel. Justement, en finir, vous pensez que ces jours, ces semaines sont comptés? Hillary Clinton vient de déclarer que le règne de terreur d'Assad va prendre fin. Il faut souhaiter qu'il prenne fin, mais on peut penser que le régime n'abandonnera pas les choses aussi facilement. On peut imaginer qu'il s'engage dans un processus de guerre civile ou qu'il se replie sur un réduit de la région alaouite où ils ont déjà fait transiter leurs troupes et qu'ils jouent la partition du pays. Et nous reparlerons de tout cela avec vous très bientôt sur ce plateau. Merci Charles Saint-Pro. J'en profite pour présenter votre livre qui parle du Maroc, Mohamed V ou la monarchie populaire aux éditions du Rocher. Merci Charles Saint-Pro. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission politique preuve par 3. L'invité, c'est Michel Sapin, en charge bien sûr du projet présidentiel côté socialiste. Belle soirée et à demain.
Michel Sapin, le responsable officiel, dit-on même, du projet de François Hollande est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est désormais programme contre programme, après les réformes choc annoncées par Nicolas Sarkozy. Hervé Asquin de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera dans un instant, Michel Sapin, sur ce que vous annoncez pour les Français, également la compétitivité du pays, vous n'oubliez pas, hein, même si c'est le thème fort du chef de l'État. Ensuite, Perrine Tarnaud de Public Sénat vous interrogera, puis on tentera d'en savoir plus sur votre longue histoire d'amitié avec François Hollande, hein, commencé au service national, et puis on va se demander bien sûr où cette histoire vous pourrait bien vous conduire, vous, demain. Nicolas Sarkozy a tenté de galvaniser les troupes de l'UMP en se présentant devant elle comme le suicidé le plus en forme de la France. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il se suicide en annonçant la TVA sociale ? Non, d'abord je pense qu'il a galvanisé des troupes parce qu'il s'est présenté en candidat. Il est donc candidat. Il n'y a pas besoin d'attendre que telle ou telle clarification soit donnée. Je pense qu'en fond, celui qui est le plus gêné par ce méli-mélo de président-candidat et de candidat-président, c'est lui-même. Et on l'a très bien vu d'ailleurs dimanche où il ne savait pas toujours de quel point de vue se placer pour expliquer ce que vous-même venez d'appeler un programme et que lui appelait l'action, la continuité de l'action présidentielle. Alors on sent bien que c'est le programme qui se dessine, évidemment. Oui, non, mais je trouve que c'est bien. Au fond, François Hollande a fait un certain nombre de propositions et que Nicolas Sarkozy, déguisé en président face des propositions de candidats, ça clarifie les choses et ça permet de parler du fond des choses et du fond des propositions. Mais sur le suicidé, là, le plus en forme. Bon, je ne sais pas qui a dit de lui qu'il était suicidé. J'ai simplement vu une proposition d'augmentation de la TVA d'1,6% qui correspond à peu près à 12 milliards d'euros qui seront payés demain si Nicolas Sarkozy était réélu président par l'ensemble des Français et tout particulièrement par les classes populaires et les classes moyennes. Comme vous le savez... Les conservateurs, oui, les conservateurs, les épargnants aussi. Non, enfin, les épargnants, il y a une partie CSG, mais ce qu'il faut voir... Plutôt que les salariés. Oui, non, mais ce qu'il faut voir, c'est pas tellement sérieux, mais ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi la TVA est un impôt difficile et souvent qualifié d'injuste ? Parce que plus vous avez des revenus faibles, plus vous consommez une proportion importante de votre revenu. Quand vous êtes au SMIC, vous consommez quasiment 100% de votre revenu. Et donc vous payez de la TVA, si je puis dire, sur 100% de votre revenu. Par contre, quand vous avez des très gros revenus, votre consommation est beaucoup plus faible, donc vous payez beaucoup moins de TVA. Donc c'est typiquement un impôt qui pèse particulièrement sur les catégories populaires et les classes moyennes. Vous criez donc à un nouvel impôt, comme le dit le chef de l'État lui-même, le président candidat, alors qu'il rappelle que vous augmentez les cotisations retraite. Vous appliquez une hausse progressive de la CSG. Et puis également, vous annoncez une nouvelle tranche d'impôt. Oui. Ça, c'est l'argument du chef de l'État. Voilà ce qu'il vous répond. C'est toute la différence. Donc si on le regarde la différence, elle est où ? Nous proposons presque à peu près le même chiffre, 12 milliards, un peu moins de 12 milliards d'augmentation des impôts sur, on va dire, les ménages. Mais quels ménages ? Pas tous les ménages. L'ensemble des propositions qui sont les nôtres reviennent sur un certain nombre de dispositions fiscales que nous qualifions de